À partir de ce que je vois, j'essaie en général de recouper mes observations quotidiennes, bien concrètes, bien réelles, bien matérielles, avec ce que je sais, ce que je crois savoir, les différentes informations que j'ai pu rassembler, mes doutes, mes certitudes, mes questions, etc. Et j'avais des mouches à fruits dans ma cuisine. Donc tous ceux qui en ont eu se sont demandé d'où elles venaient en fait, parce que parfois on en a en plein hiver avec toutes les portes et fenêtres fermées. L'explication académique qu'on donne à ce phénomène, c'est qu'en fait il existe à la surface des fruits des œufs, des larves qui se développent quand le fruit commence à pourrir. Ça c'est l'explication officielle, mais de tout temps, on a observé ce phénomène, on se demandait d'où elle venait, etc. Et l'explication qu'on a donnée, c'est que en se décomposant, le fruit fait naître ces insectes, c'est-à-dire que c'est à partir de la matière du fruit qu'est constituée la matière du corps animal. Ça, c'est la théorie de la génération spontanée. Vous m'aviez gentiment demandé de me pencher sur cette question de l'opposition entre Pasteur et Béchamp. Donc je vais évoquer rapidement Antoine Béchamp, qui est le principal rival de Pasteur au début du XXe siècle, et qui l'a accusé à juste titre de plagiat concernant ses recherches sur le vin, la fermentation. Mais je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Débat Pasteur-Béchamp, théorie microbienne versus microzima. Microzima, c'est la théorie de Béchamp selon laquelle tous les organismes vivants seraient composés comme d'atomes biologiques, des petites briques élémentaires, un peu comme des Lego en fait, qui en fonction de la manière où elles se structurent en fait ensemble les unes avec les autres, permettent de créer des êtres vivants qui sont totalement différents les uns des autres. En gros, l'idée c'est que absolument tous les êtres vivants sont composés des mêmes briques primordiales, on va dire, mais là on est dans le domaine de la biologie, on n'est pas dans le domaine des atomes en physique, on n'est pas au niveau atomique ni moléculaire, on est à un niveau qui est beaucoup plus grand et qui est observable selon Béchamp dans des microscopes optiques. Ce serait intéressant de savoir, par exemple, aujourd'hui, quand les scientifiques voient dans le microscope optique la même chose que voyait Béchamp, ce que Béchamp appelait microzima, j'aimerais savoir comment les scientifiques l'appellent aujourd'hui, parce qu'on doit appeler cette observation de manière totalement différente. Le nom que l'on donne à ce qu'on voit est adapté en fait à la théorie dans laquelle on se trouve. De tout temps, l'humanité a toujours assisté, a toujours observé les mêmes phénomènes naturels. Donc sur la question des observations, il n'y a pas à revenir. On ne discute pas les observations, on discute les théories, c'est-à-dire les explications qui sont données à ces phénomènes, les causes qui sont trouvées à ces phénomènes, et comment ces causes s'inscrivent dans une cosmologie plus large ou une mythologie plus large ou un paradigme scientifique plus large, etc. Donc les observations restent, mais les explications varient. Je vous avais fait une vidéo sur, par exemple, la chute des corps, où j'explique qu'il est évident qu'avant la légende de Newton qui voit la pomme tomber, avant Newton, donc, l'humanité avait largement conscience de la chute des corps, simplement elle ne l'expliquait pas par la gravité. La théorie aristotélicienne explique que si une pierre tombe,
ce n'est pas en raison d'une force qui l'attirait vers le centre de la Terre, comme le développera plus tard le développeront plus tard les héritiers de Newton, pardon, mais il explique que si la Terre tombe au niveau du sol, c'est qu'elle, par sa nature, elle retourne à son environnement naturel, et que chaque objet, en fait, retourne ainsi à son environnement naturel. Tout ça pour dire que on a deux conceptions, la conception aristotélicienne et la conception newtonienne, qui, à partir de la même observation, la chute des corps, va en donner deux explications différentes, totalement opposées, métaphysiquement. Au niveau du sens, le sens est totalement différent. L'explication ne fait pas appel, en fait, au même paradigme. Donc les phénomènes de tout temps, on les observe, mais on les explique de manière différente au gré de l'époque, des intérêts de l'époque, de l'esprit de l'époque, du contexte de l'époque, etc. Donc pour Béchamp, ce qu'il observait dans son microscope et qu'il a nommé microsima, on l'observe toujours aujourd'hui. La question que je me pose, c'est comment aujourd'hui, dans le paradigme scientifique actuel, on appelle ces micro-organismes officiellement, quoi. Si vous avez la réponse, faites-le moi savoir. Merci.
quand on prend l'habitude de lire des ouvrages, par exemple du 19e, du 18e siècle, de savants de l'époque, enfin évidemment tous les siècles qui ont précédé, on se rend compte que il existait déjà de la recherche. Alors la grande différence, c'est que les savants de l'époque étaient des chercheurs indépendants, souvent des aristocrates, en tout cas, c'est des gens qui avaient le temps pour ça. Par exemple, Descartes philosophait, il faisait des maths, mais il fabriquait aussi des lentilles optiques. En fait, quand on faisait de la philosophie, on faisait aussi de la science. Et ça remonte même à l'Antiquité grecque. Les philosophes, c'est aussi ceux qui donnent un discours scientifique. Parfois très romancé. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui est nouveau, on va dire la fin 19e, début 20e, c'est vraiment la science moderne, la science contemporaine qui se développe. Et ce qui va changer, c'est que les savants vont se faire appeler scientifiques et que les scientifiques maintenant, ce seront des agents de l'État. En France, les scientifiques sont des agents de l'État, ils sont employés par l'État. Donc ils se trouvent dans un cadre politique. Il est évident qu'à l'intérieur d'un cadre politique, dans le cadre d'une doctrine nationale, les recherches vont être orientées, encadrées, freinées, accélérées, etc., en fonction des besoins politiques. C'est logique. C'est une chose qui n'existait pas vraiment avant le XXe siècle, on va dire. On ne pouvait pas être scientifique d'État. Alors pour temporiser ce que je dis, avant les savants étaient libres, aujourd'hui les scientifiques sont aliénés à l'État, on pourrait temporiser sans doute une vision trop sucrée du passé aussi, et voir dans la constitution des académies des sciences, on peut voir dans ces institutions, dans ces créations d'institutions vraiment typiquement européennes d'ailleurs, et même je dirais typiquement françaises, un désir de contrôler les connaissances, et en l'occurrence un désir politique, puisque cela a été créé par Colbert en 1666. L'idée là, c'est de dire que on a une longue tradition française du débat scientifique, et même si de tout temps il y a eu des tentatives de cadrer les limites du débat, de dire ça on en débat, ça on n'en débat pas, aussi bien du côté de la religion que du côté de l'État, des deux côtés, aujourd'hui, ce débat n'existe quasiment plus, en fait. Cette tradition est définitivement en train de se perdre. Je dirais même plus, je dirais que l'État a commis bien plus de crimes en défense de sa doctrine que l'Église. Et dans l'histoire humaine récente à laquelle on a vraiment accès à des documents plutôt certains, pas comme s'agissant du XVIe ou si on remonte encore plus loin, on peut dire avec assurance que c'est plutôt l'État au XXe siècle, par exemple, qui a cherché à étouffer les débats partout dans le monde où on s'est trouvé avec des gouvernements totalitaires. Bref, je ferme la parenthèse. Donc on avait ce débat Béchamp-Pasteur, je note d'ailleurs qu'à l'époque, au début du XXe, comme dans tous les ouvrages du XIXe ou du XVIIIe en France, on a une tradition du débat. Les scientifiques débattent, ils échangent, ils se font des réponses écrites, publiées par la suite, où vraiment on sent que la discussion est possible. On sent qu'il y a de la malhonnêteté aussi chez beaucoup, et qu'on sent de l'honnêteté chez d'autres, mais en tout cas, le débat existe. Il existe un débat. Et c'est vrai que une autre différence avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'existe plus de débat scientifique, je parle. C'est-à-dire que le débat en lui-même est quasiment devenu quelque chose d'immoral. Dans une dernière vidéo, je parlais de la moralisation du climat. Il y a une moralisation de l'opinion scientifique sur le climat. Il y a une position scientifique qui est considérée comme morale,
et une position scientifique qui est considérée comme immorale. La même chose existe sur le vaccin Covid. Il y a une position scientifique qui est jugée morale, une position scientifique qui est jugée immorale. Le statut social du savant au XXIe siècle n'est plus le même que celui du savant du XVIIIe ou du XIXe siècle. Le contexte n'est aujourd'hui plus au débat, principalement parce que les recherches sont encadrées politiquement et financièrement, et que en fait l'étau se resserre autour de la liberté de la recherche. Le débat est étouffé par la morale, et en même temps des débats importants sont occultés à la connaissance du public. Et bien là, en biologie, un débat de grande importance qui est couvert par les débats de petite importance à mon avis, c'est celui autour de la génération spontanée, qui a un grand sens métaphysique aussi, du point de vue de la génération de l'univers, de la genèse de l'univers, de la création de la vie en fait. C'est la recherche de l'origine de la vie biologique. Comme en sciences modernes, côté physique, astronomie, on va chercher l'origine de l'univers, la genèse de l'univers, raconter une genèse alternative à la genèse biblique autour de la création du monde. De la même façon, en biologie, on cherche à expliquer scientifiquement l'origine de la vie biologique d'une manière qui serait alternative à celle de la religion. Parlons d'Auguste Pouchet, XIXe siècle. Il défend une des théories de la génération spontanée, parce que à l'intérieur de la génération spontanée, on a plusieurs théories. À l'intérieur du transformisme, on a plusieurs théories. Donc, dans les théories de la génération spontanée, il y a par exemple l'hétérogénie de Pouchet, et dans les théories du transformisme, il y a par exemple l'évolutionnisme de Darwin. Donc les idées de Pasteur triomphent et celles de Pouchet sont discréditées, puisque nous voyons que nous vivons dans une époque où le dogme est pasteurien. Donc nous sommes héritiers de l'issue de cette controverse qui date du milieu du XIXe siècle. Alors la théorie de Pasteur, c'est qu'il y a des micro-organismes dans l'air. On va regarder ça, la théorie microbienne. Voilà, c'est-à-dire que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes en suspension dans l'air, bien souvent. C'est la théorie pathogénique, c'est-à-dire l'idée que ce sont des agents pathogènes qui vont provoquer une maladie. On est né là-dedans, en fait, dans une société qui a adopté cette théorie. La théorie microbienne a une histoire, ce n'est pas une invention de Pasteur. Elle a pour ancêtre la théorie des miasmes, qui est antique elle aussi, où on considère que par exemple, les habitations qui sont à proximité des marais sont infestées par les émanations pathogènes de ces marais. Qu'il y aurait certaines créatures minuscules que les yeux ne peuvent voir, qui flottent dans l'air et pénètrent dans l'organisme par la bouche et le nez et causent des maladies graves. En fait, c'est exactement ce que nous appelons aujourd'hui un virus. C'est la définition d'un virus. Ce débat public qui a remué les siècles, la théorie des miasmes, qui est en fait à l'origine de la théorie microbienne, la théorie microbienne qui est en fait la continuation de cette théorie des miasmes qui remonte en fait sous différents noms à l'Antiquité, est remise en cause de tout temps par des hommes qui expliquent l'origine de la vie autrement, par des savants qui vont se pencher sur l'origine de la vie, rien de moins que l'origine de la vie. Je vous parlais de questions métaphysiques, et on a ici un exemple de cet ouvrage écrit par le docteur Georges Pentier, donc intitulé L'origine de la vie, où on trouve une préface écrite par cet Auguste Pouchet.
Pouchet écrit: dans le sein de l'Académie des sciences, la génération spontanée a été l'objet de la plus grande discussion des temps modernes. Les savants les plus illustres y ont pris part, les Dumas, les Milne Edwards, les Claude Bernard et les Quatrefages, et quelle qu'ait été l'énergie et l'habileté de leur dénégation, cette importante question se trouve chaque jour de plus en plus affirmée, soit en France, soit à l'étranger, tant elle apparaît avec toutes les clartés de l'évidence. Pour tout esprit réfléchi, l'hétérogénie est une conséquence logique de l'apparition et du mouvement ascendant des êtres organisés à la surface du globe. Au point où en sont arrivées les sciences naturelles, on s'étonne, en voyant quelques savants éminents, oser encore contester cet irrécusable phénomène. Puisque la manifestation de la vie a succédé à la conflagration générale du globe, puisqu'il est démontré que le feu et les océans l'ont successivement retravaillé, enfin puisqu'il est évident que chaque grande période tellurique a vu surgir une nouvelle faune et une nouvelle flore, il devient évident aussi que la vie a présenté de multiples origines, et qu'à chacune de ces périodes, il faut qu'il y ait eu de nombreuses créations spontanées. L'étude comparative de l'écorce terrestre atteste en effet la permanence de ce cycle incessant d'extinction et de genèse, de destruction des espèces anciennes et d'apparition de nouveaux organismes. Ce que nous venons de dire étant proclamé par des hommes de valeur, des de Humboldt, des Cuvier, des Lyell, des Buckland, des Agassiz, des Pictet, des d'Orbigny et des Brongniart, toute révolte contre de telles autorités s'évanouirait dans le néant. Ainsi comme la vie a surgi de toutes pièces durant chacune des grandes phases du globe, en se manifestant encore aujourd'hui, elle ne fait que suivre sa marche normale. Le contraire serait un phénomène subversif de l'ordre immuable établi depuis un nombre incommensurable d'années. Pour renverser les faits qu'atteste ostensiblement chaque parcelle de notre sphère, et tant d'hommes de génie. Que peuvent certaines expériences dans lesquelles on tourmente quelques grammes de liquide dans de petits ballons hermétiquement scellés ou étirés, mais absolument rien, ainsi que depuis 100 ans on le crie de toutes parts à Monsieur Pasteur et à ses devanciers. Or la succession des créations organiques étant un axiome fondamental de la géologie, et la science parlant ici avec une inexorable inflexibilité, tout géologue qui contesterait ces générations successives renverrait d'un seul coup l'œuvre de toute une époque et celle de la plus belle pléiade de savants qui ait jamais existé. En présence de ce grand fait qui domine toute leur science, les géologues se trouvent donc forcés d'admettre des générations spontanées successives, ou une incessante mutabilité de l'organisation, émanée d'une création unique. Récuser ce dilemme embarrassant, c'est rabaisser la géologie au niveau d'une hypothèse sans fondement. Lorsque dans une des séances de l'Académie des sciences, j'adjurai M. Pasteur de s'expliquer nettement à ce sujet, il ne répondit absolument rien. C'est qu'en effet, il n'y a pas là de faux fuyant possible. Il fallait opter pour la théorie de la mutabilité de Lamarck et de Darwin, ou pour celle des créations successives de Cuvier, de Humboldt et d'Agassiz, ou brusquement retranchée du catalogue des connaissances humaines, l'une de ses plus magistrales conceptions, c'est le sublime « To be or not to be » d'Hamlet.
Les géologues l'ont parfaitement senti. Aussi, aucun d'eux n'a osé s'élever contre les générations successives, c'est-à-dire l'hétérogénie se reproduisant sans cesse dans le temps et l'espace, sous l'influence d'une force suprême. Lorsque la science démontre, avec l'évidence d'un axiome, qu'une force unitaire préside à cette incessante évolution de la vie, c'est se révolter contre le témoignage des sens et de la raison que de s'arroger le droit de l'enchaîner. À la surface de la nécropole terrestre, la création se continue dans l'éternité. Les formes subissent une perpétuelle mutabilité, mais l'immuable puissance qui préside à leur évolution reste sans cesse active et dominatrice. Quelques esprits timorés récusent la génération spontanée à cause du mystérieux voile qui la dérobe. Pour tout philosophe, elle n'est nullement plus extraordinaire que la reproduction normale. L'invisible infusoire, c'est le micro-organisme qui apparaît sous ces enveloppes, n'a rien d'aussi merveilleux qu'un homme sortant d'un œuf que l'œil aperçoit à peine. Vers la fin du dernier siècle, Spallanzani et Bonnet, un peu enclins à la merveillosité, prétendirent que l'air était encombré d'œufs et de semences imperceptibles. C'est la théorie des miasmes. De leur temps, avec l'imperfection de leurs instruments, on pouvait soutenir une telle hyperbole, mais lorsqu'après un demi-siècle, M. Pasteur reproduit cette hypothèse surannée, il doit être tenu d'étaler à nos yeux cette moisson atmosphérique que nos admirables microscopes achromatiques nous ont appris maintenant à connaître. Lorsqu'un jour je sommai ce chimiste de me montrer ces germes, il me répondit qu'il les avait fait voir à tout Paris. Après cette réponse, il fallait se dérober comme le parthe qui lance sa flèche, lorsque je lui fis observer qu'il a pu fasciner les charmantes dames pressées dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, mais que ce qu'il avait montré si facilement à tout Paris, les yeux de lynx des Ehrenberg, des Burdack, des Debar, des Wagner, des Joly, des Musset, des Boudrimont et des Wyman, l'avaient en vain cherché dans l'atmosphère. Là, c'était tout le monde savant, l'Allemagne, l'Amérique et la France, qui se révoltaient contre l'audacieuse assertion. En France, il a fallu 15 ans d'incessants combats pour vaincre les dénégations des savants relativement à la coexistence de l'espèce humaine et des races éteintes des grands pachydermes. Il faudrait 15 ans aussi pour convaincre l'université des naturalistes de la continuité des créations spontanées. Il a fallu que l'Angleterre donnât magistralement sa sanction à l'ancienneté de l'homme pour que la France timide consentît enfin à l'accepter. Et c'était cependant chez elle qu'elle avait été démontrée par les remarquables travaux de messieurs Boucher et de Perthes. L'hétérogénie suit la même marche, la génération spontanée. Reconnue aujourd'hui comme un fait irréfutable par les plus illustres physiologistes de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Angleterre et de l'Amérique, il faudrait bien qu'un jour elle rentre victorieusement à Paris. La vérité est comme le croulant rocher de Sisyphe. Il faut que chaque siècle recommence à la replacer au sommet de la montagne. Les sciences ont planté leur glorieuse tente au beau milieu de la France. Leur sceptre lui appartient. Cependant, nulle part le souffle glacial du scepticisme n'a un tel empire. Ce qui fait défaut à la science française, c'est la liberté philosophique. On l'enchaîne dans l'étroitesse d'un dogme dès qu'elle aspire vers ces hautes régions. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Amérique ne connaissent pas de semblables entraves. Aussi
Est-ce dans ces divers états qu'on a vu surgir les premières lueurs de nos grandes conceptions biologiques? Si aujourd'hui le génie n'expie plus dans les cachots la gloire qu'il fait rayonner sur les nations, comme au temps de Bacon ou de Galilée, si nous ne sommes plus retenus par ces scrupules suprêmes qui paralysèrent si longtemps Copernic, chez nous d'autres tortures menacent quiconque franchit les étroites limites de la science officielle. Son front est stigmatisé d'un sceau réprobateur. Ses partisans les plus convaincus osent à peine parler, et la timide réserve des uns suscite l'audace de leurs adversaires. Ne l'a-t-on pas vu dans les récents débats sur la génération spontanée? Des savants timorés frappés d'une religieuse terreur en récusaient l'examen. « Prenez garde, s'écriait-il, vous touchez au plus redoutable sujet. Il s'agit là des origines de la vie. » Mais ce problème de la vie, que le génie humain s'efforce en vain de pénétrer, restera toujours insondable. Il n'est question ici que de son histoire, en constatant le lieu où elle commence à poindre. C'était chose facile, mais on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas voir. Cuvier l'avait défendu, et son école docile s'efforçait d'immobiliser les préceptes du maître. Elle le voulait, comme elle a voulu nier l'organisation des infusoires, elle a voulu nier la circulation des insectes, nier l'anatomie philosophique, mais enfin la révolte de toute l'Europe savante a subjugué l'erreur, et c'est ainsi que s'apprête le triomphe prochain de l'hétérogénie. Dans cette grande lutte de la science moderne, les adversaires ont combattu avec des armes absolument différentes, et leur tactique démontrait aux moins clairvoyants de quel côté siégeait la force réelle et penchait la victoire. Les rénovateurs de la panspermie atmosphérique, je fais une parenthèse, la panspermie, c'est le fait que des embryons, ou en tout cas soit des sortes d'embryons de vie, soient dispersés dans l'air. C'est aussi cette théorie aujourd'hui qu'on utilise pour justifier une vie extraterrestre, la panspermie. On dit aujourd'hui que la vie sur Terre a pu apparaître par panspermie. Donc je reprends la lecture. Les rénovateurs de la panspermie atmosphérique ont constamment tiré le voile sur tout ce qui les embarrassait. Après avoir dérobé soigneusement les travaux de leurs adversaires, ils couronnaient leurs œuvres en présentant chacune de leurs expériences comme le dernier terme de la science. Monsieur Pasteur citait les siennes comme devant convaincre tout le monde, c'est son expression. À un autre moment, dans le sein de notre illustre compagnie, il annonçait qu'il allait abattre toutes les têtes de l'hydre de l'hétérogénie. Mais le monstre implacable et vivace repousse perpétuellement ses effroyables gueules, en Italie, en Amérique, en Allemagne et même en Angleterre. Les naturalistes de l'ordre le plus élevé n'ont pas su braver cette défaillance de l'esprit humain. M. Milne Edwards lui-même, qui écrit une physiologie d'une immense valeur, et où tout est traité avec une irréprochable et complète érudition, quand il s'agit de la génération spontanée, raye tout d'un trait cette énorme masse d'excellents travaux français et étrangers qui la démontrèrent ostensiblement, pour ne citer que les expériences erronées qui la combattent. Si j'avais l'honneur d'être l'ami du grand zoologiste, je le supplierais, au nom de sa propre gloire, de ne pas laisser cette imperfection dans son œuvre. Les hétérogénistes, au contraire, pleins de confiance en leur force, ont courageusement affronté leurs adversaires. Ils en ont cité tous les travaux, attaqué pied à pied toutes les observations, renversé toutes les expériences. Et après n'avoir plus laissé autour d'eux que des débris, ils ont ouvert des routes nouvelles et fait mettre le doigt sur l'évidence. Ils n'ont pas cherché la solution de l'insondable problème de l'existence, mais ils ont pu suivre pas à pas
l'apparition de la vie, depuis le moment où elle se manifeste immobile et indécise, jusqu'à celui où l'être s'anime et jouit de toutes ses prérogatives. Là, ils ont vu la semence spontanée se développer et produire un végétal déterminé. Ailleurs, c'était l'œuf qui se formait sous leurs yeux et donnait naissance à de frêles animaux. On a donc la réponse de l'origine de la vie entre la poule et l'œuf. Pour les hétérogénistes, c'est donc l'œuf qui préexiste la poule et l'œuf apparaît spontanément. Ainsi à un niveau microscopique. Je reprends la lecture. C'est ainsi que marche la vraie science. Elle renverse l'erreur et fait toucher du doigt l'immuable vérité. Et je pourrais dire que le monde n'a de cesse que de l'étouffer cycliquement. L'ouvrage du docteur Pentier est la plus saisissante preuve de tout ce que nous venons d'avancer dans cette introduction. Il y donne un rare exemple de savoir et d'indépendance, dominé par les préceptes de l'école à laquelle il appartient. Ce savant expose avec une scrupuleuse attention les travaux de tous ses adversaires. Aucun n'est omis, et après cet exemple, qui a trop peu d'imitateurs, il combat courageusement pied à pied tout ce qui lui est opposé, et place enfin la science dans ses voies rationnelles et progressives. Cette œuvre, qui est un remarquable résumé de ce qui a été produit jusqu'à ce jour sur l'hétérogénie, restera un modèle de la force agissant sous l'empire de la raison et de la bonne foi. Après cela, que nous fait que de notre époque, M. Pasteur vienne rajeunir les vieilles idées du siècle dernier? Que nous fait que quelques personnes croient encore à des métaphores scientifiques que la micrographie moderne a anéanties de fond en comble? Toutes les expériences du chimiste de Paris n'ont-elles pas été renversées en Italie par celles de Mantegazza, en France par celles de Joly, de Musset et de Meunier, en Angleterre par celles de Schild, en Allemagne par celles de Schaff-Zusen et en Amérique par celles de Wyman. Enfin, pour nous résumer en quelques mots, lorsque les créations successives ont été affirmées par Cuvier, Agassiz, Buckland, Lyell, d'Orbigny, et lorsque les générations spontanées ont été admises par des savants de la valeur des Harvey, des Buffon, des Lavoisier, des Humboldt, des Müller, des Dugès, Burlac, Treviranus, Tiederman, Valentin, Bérard, des Bichard et des Fay, la voix de l'habile chimiste qui nous a combattus peut-elle avoir le moindre écho auprès de tous ceux qui connaissent la marche des sciences naturelles? Ainsi s'achève l'introduction d'Auguste Pouchet à l'origine de la vie du docteur Georges Pentier, que je vous invite à lire en mettant en description le lien vers son hébergement sur Gallica de la BNF. Ce qui est amusant de noter, c'est que Auguste Pouchet remet en cause les théories académiques concernant l'origine de la vie, mais ne remet pas en cause les théories académiques concernant l'origine de l'univers, en faisant référence à Copernic et Galilée. Mais bref, ce que j'ai voulu vous montrer ici, d'abord, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre pour prendre connaissance de ces démonstrations rigoureuses comme on savait le faire à l'époque, autour de l'hétérogénie, de la génération spontanée, qui est un débat important, scientifiquement, métaphysiquement, spirituellement, mais j'espère aussi vous avoir montré surtout que de tout temps les débats qui nous agitent actuellement ont existé, qu'il y a des périodes où c'est plutôt une voix qui prend le dessus sur son adversaire et qu'on vit comme ça cycliquement des prises de pouvoir d'une certaine idéologie. Et donc, cette idéologie qui dans l'histoire a ses faiblesses, ses victoires, et je pense qu'il commence à décliner en ce moment tout ce qui fait partie de cette science officielle d'explication de l'origine de la vie et de l'univers. Donc, j'espère que nous allons entrer dans une nouvelle ère de débat public, que nous allons sortir en fait de cette étouffante chape de plomb sous laquelle nous nous trouvons, qui a commencé vraiment
qui appuyait déjà très fort au début du XXe et qui n'a jamais relâché sa pression, afin que de nouveau les scientifiques, qu'on appelle plus savants aujourd'hui, on va dire les scientifiques, ceux qui étudient la science, puissent de nouveau débattre publiquement afin de faire avancer la vérité. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Quel courage. Je vous embrasse.